Histoire 1. Le 3 février 1952, une expédition de chasse a eu lieu avec James Webb, accompagné de son frère Mark, leur ami Mike Sanders Terry et 5 autres personnes de la ville agricole voisine de Fort Benton. Chaque année, ces hommes, tous des agriculteurs expérimentés, partaient en expédition de chasse. Cette année ne faisait pas exception. Pendant cette période, de nombreux hommes étaient récemment rentrés de la Seconde Guerre mondiale, tandis que d'autres étaient engagés dans la guerre de Corée. Par conséquent, les gens avaient une aptitude et une familiarité avec les armes à feu plus élevées qu'aujourd'hui. La chasse était une activité populaire, bien que l'équipement utilisé à l'époque soit plus rudimentaire que celui que nous avons aujourd'hui. Les fusils de chasse manquaient des lunettes de visée avancées que l'on voit couramment maintenant, les chasseurs comptant sur des viseurs ouverts ou en fer qui permettaient des tirs rapides, similaires à ceux effectués avec un fusil de chasse. Cette compétence était cruciale pour engager tout prédateur potentiellement dangereux de près. Pendant que James, Mark et Mike poursuivaient leur chasse, les 5 autres membres du groupe s'aventurèrent à un endroit différent. Il était courant que les chasseurs divisent en leur groupe s'ils avaient suffisamment de membres, leur permettant de couvrir plus de terrain et de recueillir des informations sur les signes et les emplacements de gibier pour planifier de futures chasses. Alors que le trio cherchait des signes d'élan et manœuvrait autour d'une colline, ils furent soudainement surpris par l'apparition d'un énorme grizzly. Mike était le plus proche de l'ours lorsqu'il émergea des broussailles. En une fraction de seconde, la gravité de la situation l'accabla alors que l'ours dirigea immédiatement son agressivité vers lui, chargeant avec une vitesse étonnante. Des pensées défilèrent dans l'esprit de Mike, une rafale d'images décrivant des actions potentielles. Malgré son instinct de fuir, il réussit à contrôler ses réactions. Rempli de terreur, Mike recula instinctivement, créant de la distance entre lui et l'ours imposant. En reculant, son pied s'emmêla dans les broussailles, lui faisant perdre l'équilibre et tomber sur le dos. James et Mark restèrent figés, choqués par l'apparition soudaine de l'ours. Leurs visages déformés par l'horreur alors qu'ils assistaient à la destinée imminente de leur ami. Leurs yeux fixés sur l'ours alors qu'il planta ses dents dans la cheville de Mike, agrippant fermement sa botte et le traînant sans effort de quelques pieds d'un puissant mouvement de la tête. Un cri d'angoisse s'échappa des lèvres de Mike alors qu'il tentait désespérément de frapper l'ours avec son autre jambe, seulement pour que son pied soit écarté, les griffes de l'ours perçant sa botte et pénétrant profondément dans sa chair. Réagissant rapidement, James épaula son fusil visant l'épaule du grizzly. Il tira avec son fusil 30-06, travaillant rapidement le verrou pour se préparer à un tir suivant. À leur grande consternation, l'ours resta impassible face à la première balle, poussant James à presser de nouveau la détente. Cette fois, le grizzly tourna sur lui-même, disparaissant dans le feuillage dense, ses dents menaçantes et les broussailles agitées disparaissant dans un flou. Mark et James se précipitèrent auprès de Mike, lui apportant leur soutien, alors qu'il l'aidait à se relever. Bien que ses blessures soient atroces, il réussit à se tenir debout et à marcher, bien que de manière instable à cause de l'adrénaline qui parcourait ses veines. La profonde entaille dans son pied, causée par la griffe qui avait percé sa botte, provoquait une douleur considérable, mais miraculeusement, la morsure de l'ours n'avait pas infligé de dommages graves. Réalisé qu'il ne pouvait pas laisser l'ours blessé continuer à représenter une menace pour les autres, les chasseurs décidèrent unanimement de poursuivre la traînée de sang. Traversant la nature sauvage, suivant les traces et le chemin cramoisi, ils persévérèrent pendant 4 heures jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin le grizzly. Saisissant leur présence, l'ours rebroussa intelligemment chemin, attendant alors qu'ils réalisèrent la proximité de l'ours par rapport à leur position. Mike, se retrouvant une fois de plus le plus proche, déchaîna une rafale de tirs. Armé de son fidèle fusil de chasse 30-30, il déchargea les 3 balles sur l'ours, déterminé à protéger eux-mêmes et les autres de la bête féroce. Une fois que Mike leva son fusil et pressa la détente, le rugissement des tirs remplit l'air, déclenchant une chaîne d'événements. L'énorme ours se jeta sur James, immédiatement conduit par un instinct primal. Répondant rapidement, James tira 2 fois de plus avec son 30-06, espérant arrêter la bête en charge. Cependant, la fortune tourna rapidement contre lui alors que son arme s'enrayait, le laissant sans défense contre l'assaut. La panique s'installa alors que James luttait désespérément avec son fusil défectueux, son cœur battant à tout rompre au milieu du chaos.
Il réussit à lancer un cri à l'aide, exhortant Mark et Mike à fuir pour sauver leur vie. Instinctivement, les deux chasseurs s'élancèrent dans des directions opposées, consumés par la peur. Le temps passa, s'étirant en moments agonisants jusqu'à ce qu'ils se regroupent enfin, la réunion remplie d'inquiétude. Mais James était introuvable. Ils fouillèrent les broussailles denses, leurs regards se jetant anxieusement dans toutes les directions, désespérés de localiser leur compagnon disparu. Ils réalisèrent que retrouver James était primordial pour assurer sa sécurité. Bien que l'endroit où se trouvait le grizzly reste un mystère. Armés de nouveau, ils chargèrent leurs fusils, prêts pour l'action, et se lancèrent dans une quête prudente en retraçant leurs pas autour de la colline où la terrifiante rencontre avait eu lieu. Leur détermination brûlait en eux, alimentant leur quête pour retrouver leurs camarades blessés. Et là, sur le sol, gisait James, un site hanté d'agonie portant les marques brutales des griffes sauvages de l'ours. Convaincus que le grizzly s'était retiré, ils décidèrent d'aller chercher le reste de leur groupe de chasseurs, revenant sur les lieux pour sauver James. Ils retournèrent rapidement au camp, rassemblant leurs compagnons chasseurs d'élan. Unis, ils entreprirent un voyage de retour, leurs pas alimentés par un mélange de trépidation et de bravoure. Une fois arrivés auprès de James, un consensus émergea pour le relocaliser près du ruisseau voisin, son eau courante offrant un potentiel soulagement pour ses blessures graves. Tendrement et avec une détermination inébranlable, ils prirent soin de ses blessures, les nettoyant méticuleusement et les bandant infligés par l'ours implacable. Un rebondissement inattendu survint alors qu'il s'efforçait de maintenir James en vie. Émergeant des broussailles, le grizzly réapparut, un prédateur silencieux prêt à frapper. Terry Hambleton, un chasseur de 23 ans, épaula bravement son arme et déchaîna une rafale de balles vers la bête menaçante. Le premier tir perça le cou de l'ours, visiblement l'étourdissant, mais Terry ne se laissa pas décourager et poursuivit son assaut implacable, tirant à répétition jusqu'à ce que le corps massif de l'ours gît sans vie à 10 pieds de là. 7 tirs de fusil de chasse à haute puissance avaient finalement réduit au silence l'agresseur impitoyable. Après avoir enduré 3 embuscades harassantes, les chasseurs parvinrent à extraire James des griffes traîtresses de la nature sauvage, le transportant désespérément à l'hôpital. Cependant, dans sa cruauté, le destin avait infligé à James un coup grave. Malgré les efforts vaillants pour le sauver, ses blessures se révélèrent insurmontables. En à peine 9 heures après l'attaque effroyable, sa vie s'éteignit, laissant derrière lui un vide qui ne pourrait jamais être comblé. Histoire 2. Canmore, une charmante ville ressemblant à une station balnéaire, abrite environ 13 000 habitants. Le pittoresque parcours de golf de Silvertip se trouve dans ses limites, enveloppé par un sentier de jogging enchanteur. Cependant, ces derniers temps, une tendance troublante a émergé. Une augmentation notable des interactions entre les humains et les grizzlies. Certaines de ces rencontres se sont avérées loin d'être réconfortantes. Parmi les incidents, il y avait un grizzly mâle de taille moyenne qui rôdait fréquemment dans les environs. Montrant un intérêt alarmant pour les personnes à l'extérieur avec leurs animaux de compagnie ou simplement en train de se promener. Lors d'un dimanche après-midi idyllique, début mai 2005, Nikki Davison faisait une promenade tranquille avec son fidèle Basset Hound. Elle avait l'intention de prendre des photos des fleurs sauvages enchanteresses près du parcours de golf de Silvertip. Sans le savoir, leur présence attira l'attention du jeune grizzly susmentionné. Soudain, un bruit fort émana des arbres au-dessus de Nikki et de son compagnon canin. Submergé par la terreur, l'esprit de Nikki fut envahi par des pensées cauchemardesques. Avec des pas mesurés, l'ours descendit le sentier de randonnée, réduisant progressivement la distance entre lui-même et Nikki et son chien. Rapidement, Nikki récupéra son équipement, son cœur battant dans sa poitrine, et initia une retraite lente, laissant son chien la suivre tout en restant constamment consciente du comportement de traque de l'ours. L'ours se baissa, les yeux suivant chacun de leurs mouvements alors qu'il approchait. Par miracle, Nikki échappa à cette rencontre effrayante et ne perdit pas de temps pour signaler l'incident aux autorités de la faune. Réagissant promptement, les agents de la faune tranquillisaient le jeune grizzly à leur arrivée. Ils équipèrent l'ours d'un collier de suivi radio avant de le relocaliser dans une zone désignée du parc national de Banff, dans l'espoir qu'il s'intègre aux populations locales d'ours
et abandonne son intérêt pour la civilisation humaine. La semaine suivante, les chercheurs sur les ours surveillèrent ses mouvements. Observant le retour progressif de l'ours au parcours de golf, peut-être le percevant comme son domicile légitime. Il resta dans les collines au-dessus de la ville pendant quelques jours, avant de revenir aux environs du parcours de golf de Silvertip, le site de l'incident précédent. Le 5 juin 2005, une randonneuse se réjouissait du sentier près du premier trou du parcours de golf de Silvertip. À son grand désarroi, elle rencontra le même jeune ours qui avait été relocalisé plus tôt. Encore une fois, l'ours montrait des tendances à la traque, poussant la randonneuse à crier pour l'effrayer. Heureusement, ces cris atteignirent les oreilles d'un vigilant gardien du terrain de golf. Rapidement, il conduisit son camion jusqu'à son emplacement, offrant refuge à elle et à son chien. Déterminé à décourager la présence de l'ours, le gardien activa le système d'irrigation du parcours de golf, le trempant et l'encourageant à partir. Comprendre les politiques récentes, en particulier l'initiative de conservation de Yellowstone à Yukon, est essentiel. Cette politique internationale vise à établir des lignes directrices environnementales pour des corridors de voyage protégés permettant à la faune de se déplacer entre les habitats. L'idée est de laisser les animaux stressés soulager une partie de cette pression en accédant à différents habitats qui peuvent offrir d'autres exigences. Canmore, une ville située dans le corridor de Yellowstone à Yukon, est juste une des nombreuses villes aux États-Unis et au Canada faisant face à un conflit entre cette politique et le développement inévitable qu'ils connaissent. En conséquence, un sentier près du parcours de golf de Silvertip a été fermé depuis avril pour empêcher les humains de perturber la migration naturelle des animaux comme les cougars et les ours. Après une rencontre effrayante avec une randonneuse, un jeune grizzly se retira rapidement dans la forêt voisine pour revenir une fois la situation calmée le long de la même section du sentier. Parmi un petit groupe d'amis en train de faire du jogging, à ce moment-là se trouvait Isabelle Dube, une cycliste de montagne compétitive de 36 ans. Isabelle, une passionnée de fitness dévouée et mère d'une fille de 5 ans, avait déménagé à Canmore depuis une petite ville près de Québec et travaillait comme enseignante de langue française remplaçante. Alors qu'Isabelle et ses 2 amis de jogging tournaient un virage sur le sentier, elles se retrouvèrent face à l'une de leurs pires craintes. Le jeune grizzly se tenait à seulement 20 mètres devant elles sur le sentier. L'ours verrouilla son regard sur elle, la tête baissée et les oreilles rabattues, avançant lentement vers les femmes dans un silence inquiétant. Il était évident que cet ours avait des intentions claires d'approcher le groupe. Les joggeuses commencèrent prudemment à battre en retraite ensemble, cédant prudemment du terrain à l'ours alors qu'il se rapprochait lentement. Malgré l'envie de se mettre à courir, elles résistèrent, conscientes qu'une telle réaction pourrait déclencher une réaction prédatrice de l'ours. Au lieu de cela, elles firent du bruit, crièrent et reculèrent lentement sur une distance considérable. Cependant, elles se rendirent rapidement compte que cet ours était déterminé à les attaquer. Cherchant refuge, Isabelle opta pour l'étreinte protectrice d'un arbre. Tandis que les autres femmes battaient en retraite, elle commença son ascension, espérant que la hauteur imposante la protégerait de l'ours. Les grizzlies posent un défi pour grimper aux arbres en raison de leur taille. Mais les plus petits, comme les ours noirs, sont des grimpeurs agiles. Alors qu'Isabelle s'agrippait aux branches et grimpait plus haut, ses compagnes de jogging continuèrent leur retraite prudente le long du sentier, disparaissant derrière un virage. Lorsque l'ours disparut de leur vue, elles coururent sur une distance d'un quart de kilomètre pour chercher de l'aide auprès de quelqu'un au parcours de golf de Silvertip. Le dernier regard d'Isabelle la révéla perchée dans l'arbre, tandis que l'ours la fixait intensément. Le temps était essentiel, et elles espéraient la sécurité d'Isabelle. Les joggeuses ne perdirent pas de temps pour parcourir la distance, leurs pas pressés résonnant aux côtés des cris terrifiés d'Isabelle. En 1 minute, elles trouvèrent quelqu'un prêt à aider et transmirent rapidement les détails de la situation d'Isabelle. Suivirent quelques minutes de plus pour répondre à l'emplacement. Ce laps de temps étroit de 3 à 5 minutes marqua l'exploit étonnant de l'ours en grimpant à l'arbre et entraînant Isabelle au sol. En ce court laps de temps, le jeune grizzly de taille réduite attaqua brutalement et mortellement Isabelle Dube avant l'arrivée des secours. L'une des compagnes de jogging d'Isabelle guida un agent armé de la faune et de la pêche sur les lieux de l'attaque.
D'un coup décisif, l'agent élimina le jeune grizzly alors qu'il protégeait férocement le corps sans vie d'Isabelle, confirmant ses intentions prédatrices. À l'examen, l'ours fut identifié comme un mâle de 4 ans pesant un peu moins de 200 livres. Remarquablement petit pour son âge, Isabelle fut la première personne à mourir d'une attaque d'ours en Alberta depuis 1998, laissant derrière elle un mari et une fille de 5 ans, Heath et Leah McCoy, pour ramasser les morceaux de leur vie après avoir enterré leur épouse et mère bien-aimée. Cependant, le récit tragique ne se termina pas là. Au moment de la mort d'Isabelle lors de l'attaque de l'ours, sa fille Leah n'avait que 5 ans. Elle avait déjà adopté le mode de vie actif de sa mère, trouvant du réconfort en courant le long des sentiers de Canmore. Avec son père, ils établirent des lignes directrices pour leurs courses sur les sentiers, y compris le port obligatoire de spray anti-ours et l'interdiction de courir seul. Près de Canmore, un autre ours nommé numéro 148 causait des troubles. Équipé d'une étiquette auriculaire, preuve de tranquillisation antérieure, d'un tatouage sur les lèvres et d'un suivi minutieux, l'ours avait été impliqué dans des problèmes liés aux humains, allant de délits mineurs comme fouiller dans les poubelles la nuit à des incidents plus graves tels que montrer de l'agressivité envers les personnes sur les sentiers. Les femelles grizzly atteignent généralement la maturité reproductive autour de 5 à 6 ans et donnent de naissance à des oursons environ tous les 4 ans. Cependant, à 6 ans et demi, l'ours numéro 148 n'avait toujours pas eu de petits. Les grizzlies ont une durée de vie moyenne de 25 ans, donc ils n'auront probablement qu'environ 4 portées de jusqu'à 4 oursons au cours de leur vie. Malheureusement, la moitié de ces oursons devraient mourir avant leur première année, soulignant la précarité de la durabilité à long terme de leur population. Leah, maintenant âgée de 17 ans, enfreignit les règles qu'elle et son père avaient établies pour leurs courses sur les sentiers de Canmore. Ignorant la pratique de porter du spray anti-ours, elle partit en courant seule, oubliant de le récupérer dans sa voiture garée au début du sentier. Alors que Leah courait le long du sentier, son esprit entra dans cet état de concentration familier aux coureurs. Cependant, sa course tranquille fut brusquement interrompue par un bruit terrifiant à proximité. En tournant un coin, Leah se retrouva à seulement quelques mètres d'un ours agité, spécifiquement l'ours numéro 148. L'ours montrait des signes d'agressivité, soufflant et claquant ses mâchoires, laissant peu d'espace à Leah entre elle et la femelle en colère. À ce moment-là, une rafale de pensées traversa l'esprit de Leah. Remplie de peur, elle imagina immédiatement un sort similaire à la fin tragique de sa mère. Leah et son père avaient longuement discuté sur la façon d'éviter les rencontres avec les ours, y compris comment battre en retraite prudemment et porter du spray anti-ours. Mais lorsque l'ours la confronta, elle sembla oublier tout ce qu'elle avait appris. Elle avait commis le péché capital de rencontrer un ours, elle avait oublié son spray anti-ours et avait fui la scène. Malgré le danger imminent posé par le prédateur, les instincts de survie de Leah prirent le dessus et elle se précipita vers sa voiture garée et la sécurité qu'elle représentait. Au milieu de sa retraite frénétique, des peurs et des pensées envahirent son esprit. Elle contempla la similitude entre les derniers moments de sa mère et sa propre expérience, réalisant le contraste frappant dans leurs réponses. Alors que sa mère avait tenu bon et suivi les règles, perdant finalement la vie, Leah avait agi contrairement à toutes les directives, mais avait réussi à s'échapper indemne. Une fois en sécurité dans sa voiture, Leah appela les agents de la faune et de la pêche pour signaler l'incident. En conséquence, l'ours numéro 148 fut relocalisé au parc national de Jasper plusieurs heures au nord de la rencontre. Les chercheurs lui mirent un collier de suivi pour surveiller ses mouvements et elle semblait bien s'adapter à son nouveau foyer. Leah, exprimant son désir de protection des ours et de minimiser les conflits entre les humains et les ours, reconnaissait la présence des ours territoriaux et espérait que l'ours 148 s'adapterait avec succès à son nouvel habitat. Histoire 3. L'île éloignée de Red Pine se trouve dans une région non développée de l'Ontario, Canada. Cette île est un point de repère crucial, situé juste avant la frontière canado-américaine. Malgré sa petite taille, ne mesurant qu'un quart de kilomètre de large et légèrement moins longue, elle couvre environ 65 acres.
Red Pine Island fait partie d'une chaîne d'îles émergeant du vaste lac Rainy qui s'étend sur d'innombrables miles et abrite une abondance d'îles. La région est densément peuplée de végétation, y compris des arbres à feuilles persistantes comme le cèdre, le sapin, le pin et l'épicéa, ainsi que des arbres à feuilles caduques comme le frêne, l'érable, le chêne, l'orme et le noyer. Le terrain est un refuge pour la faune, offrant des ressources alimentaires saisonnières abondantes pour les grizzlies, les cerfs de Virginie, les wapitis, les bisons et les orignaux. Le 1er septembre 1997, un incident remarquable se produisit sur l'île de Red Pine, impliquant Catherine Sweetmuller, une femme de 62 ans. Sa famille possédait une cabane sur l'île depuis plusieurs décennies et ils aimaient y passer du temps ensemble. Ils étaient les seuls propriétaires de toute la petite île. Passionnée d'équitation, Catherine appréciait les paysages époustouflants de l'île. Ses parents âgés, toujours en bonne santé dans leur 80aine, l'accompagnaient lors des visites à la cabane. L'île n'était pas connue pour abriter des grizzlies ou beaucoup d'autres animaux. Par conséquent, Catherine et sa famille n'avaient apporté ni spray anti-ours ni armes à feu lors de leur visite. Alors que Catherine et sa famille se détendaient dans la cabane, ils entendirent soudainement leur chien aboyer de manière persistante depuis l'autre côté de l'île. Les aboiements n'étaient pas ceux habituels, indiquant la présence d'une créature inoffensive comme un cerf. C'était une agitation continue et intense. Intriguée, Catherine décida de sortir pour enquêter sur la cause de cette perturbation vers 18 heures. Bien que les baies et les noix saisonnières soient abondantes et constituent leur principale source de nourriture, elles ne sont pas immédiatement disponibles lorsque les grizzlies sortent de leurs tanières hivernales au printemps. Ils comptent sur les carcasses d'animaux tués en hiver, les pousses de plantes et les petits des animaux locaux pour satisfaire leur faim. À mesure que l'été arrive, leur attention se tourne vers la récolte abondante de baies de la région qui s'étend sur une grande partie de l'été et de l'automne. Pour se préparer à l'hiver, pendant l'automne, les grizzlies se nourrissent de glands, de noisettes, de noix et de diverses autres sources de noix pour accumuler leurs réserves de graisse. De plus, les migrations de saumon rose dans le nord du Minnesota offrent une source abondante de graisse et de protéines. Après environ 45 minutes, Catherine n'était toujours pas revenue à la cabane, mais l'un des chiens l'était, blessé. Inquiet pour le bien-être de Catherine, ses parents contactèrent rapidement la police provinciale de l'Ontario. Une équipe d'officiers de la police provinciale fut rapidement envoyée de Fort Frances et atteignit le site en 30 minutes. Les officiers entreprirent une recherche minutieuse de l'île densément végétalisée, entrecroisée de sentiers de jeu. Ils fouillèrent la zone pendant environ 45 minutes jusqu'à ce que le soir tombant projette ses longues ombres sur l'île. À environ 335 yards de la cabane, ils tombèrent sur un jeune ours noir mâle pesant un peu plus de 100 livres, montrant un comportement agressif en claquant des mâchoires, en grognant et en piétinant ses pieds pour avertir les intrus. Étonnamment, malgré leur confrontation, le plus petit grizzly refusa de battre en retraite, ce qui était inhabituel pour un ours de cette taille. Lorsqu'un deuxième grizzly apparut et commença à contourner les officiers, ils s'approchèrent prudemment du grizzly en levant leurs armes à feu. Finalement, en raison de la position agressive du jeune grizzly, ils furent contraints de tirer. Leur attention se tourna alors vers une petite zone cachée où le grizzly semblait garder le corps sans vie de Catherine, gisant à quelques mètres de l'endroit où l'ours avait pris sa position défiante. Pendant que les officiers récupéraient le corps de Catherine, ils rencontrèrent une ours et un autre ourson du même âge que celui qu'ils avaient récemment abattu. Ces trois grizzlies défendaient férocement les restes de Catherine, les considérant comme leur réserve de nourriture. Tandis que les officiers continuaient leur travail, les deux autres grizzlies se retirèrent prudemment de la zone, évitant tout dommage causé par les armes des officiers. Le trio était supposé être composé d'une ours et de ses deux oursons d'1 an. Les officiers réussirent à récupérer le corps de Catherine et à le transporter chez le coroner à Kenora, en Ontario, pour un examen approfondi. De plus, le jeune ours noir, mâle, qui avait été abattu, fut également emmené pour analyse. Pendant de nombreuses années, la famille avait été la seule propriétaire de l'île et de la cabane, et il n'y avait eu aucun rapport antérieur de rencontre ou de sighting de grizzly sur l'île. Les biologistes suggérèrent que les grizzlies avaient probablement nagé jusqu'à l'île pour se nourrir.
Ils proposèrent également un scénario plausible dans lequel les chiens avaient croisé les grizzlies, les incitant à les chasser. À l'arrivée de la propriétaire des chiens, ceux-ci auraient instinctivement couru vers elle, potentiellement les grizzlies poursuivant et déclenchant une attaque. Bien que la chaîne exacte des événements menant à la tragédie de Catherine ne puisse être vérifiée, cette explication semblait très crédible. De plus, les statistiques montrent qu'au cours de la dernière décennie, il n'y a eu qu'une douzaine de décès humains résultant d'attaques de grizzlies, dont aucun ne s'était produit au Minnesota depuis 1987. Au Minnesota en particulier, seulement 7 attaques de grizzlies avaient nécessité une hospitalisation, dont 3 impliquaient des chiens. Dave Garcella, un officier des ressources naturelles de l'Ontario, a souligné que la présence d'animaux de compagnie lors de rencontres avec des grizzlies pouvait introduire un élément imprévisible et dangereux. Bien que la plupart des gens se sentent de plus en sécurité avec leurs compagnons à 4 pattes vigilants, certains grizzlies peuvent interpréter leur présence comme une provocation, déclenchant potentiellement une réponse agressive.